Le 104e Tour de France s'est terminé hier avec la victoire de Chris Froome, l'occasion de parler de cette grande boucle qui est devenue le grand rendez-vous cycliste annuel et qui éclipse d'ailleurs un peu les autres. Pour parler du Tour de France, mais surtout de cyclisme, nous recevons ce matin Auguste Girard, ancien coureur professionnel, mais aussi ancien sélectionneur national, ancien directeur sportif de l'équipe Silo-Aufina. Bref, un Suisse qui a consacré sa vie au cyclisme avec un engagement dans le domaine depuis plus de 50 ans. Auguste Girard, bonjour. Bonjour. Alors vous avez vibré, vous, devant ce Tour de France. Certains spécialistes ont dit que c'était l'un des plus intéressants de ces dernières années, des écarts serrés, une incertitude qui a plané jusqu'au bout, ou presque. Oh, je suis peut-être un peu moins optimiste, si c'est le terme qu'on peut employer. Non, j'ai trouvé le Tour de France un peu plus terne. D'abord, il faut reconnaître qu'il y avait 10 étapes pour les sprinters. Un seul en a gagné 5. Et je trouve ça un peu trop. Les Tours d'Espagne ou d'Italie sont de ce côté-là, dans les finales d'étapes, plus mouvementés, donc plus intéressants. Il faut que ça monte un peu plus. Il faut qu'il y ait des étapes plus nerveuses avec des finales qui sont aussi bien pour les punchers, mais aussi où le classement général peut se jouer. On l'a vu du reste à 2 reprises dans ce Tour de France. C'était à Rodez, je crois. Oui, en tout cas à Rodez, c'était le cas. Donc c'est un sprinter puncher qui a gagné, mais aussi les meilleurs se sont séparés à l'arrivée par quelques secondes. C'est important d'avoir des finales comme ça, et pas trop d'étapes pour les sprinters, comme Kittel, qui en a gagné à lui seul 5, comme je viens de le dire. On a vu cette année, les organisateurs du Tour de France ont essayé de moderniser, de changer un petit peu le profil du Tour. Il y avait moins de contre-la-montre. On sait que c'est fastidieux à regarder à la télévision. Et puis, c'est souvent les mêmes qui l'emportent. On a vu beaucoup d'étapes dans ce qu'on appelle la moyenne montagne, c'est-à-dire un peu moins ardu que dans les Alpes ou dans les Pyrénées. Mais ça n'a pas vraiment changé. En tout cas, selon vous, ça n'a pas amené plus de suspense dans la course. Bon, le suspense est venu du fait qu'il n'y avait pas des gros écarts. Bon, le parcours était peut-être un peu dans ce sens-là. Les organisateurs ne l'ont pas avoué, mais c'était un tour fait pour Bardet, 2e l'an dernier. Donc il fallait éviter trop de contre-la-montre. Je trouve que c'est insuffisant. L'équilibre n'est pas respecté. 36 ou 37 km contre-la-montre sur un Tour de France de 3 semaines, c'est insuffisant. Alors il est vrai qu'il y avait aussi moins d'arrivées au sommet. Alors parlons d'équilibre. Oui, je suis quand même pas tout à fait d'accord avec cette formule-là. Elle était intéressante, la formule mise en place par les organisateurs, c'est-à-dire que nous avions les Vosges, nous avions le Massif central Pyrénées-Alpes, mais le tout un peu léger. Donc ça veut dire quoi? Romain Bardet qui est à nouveau sur le podium, un Français qui est proche de la victoire, ça fait un certain temps que les Français attendent, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les organisateurs du Tour de France vont être tentés de modifier encore le parcours pour favoriser un coureur plutôt qu'un autre, selon vous? Indiscutablement, je pense que, vous savez, le Tour de France, ça n'est pas seulement une course de vélo. Bien, en France encore plus qu'ailleurs. C'est avant tout une course en France. Non, c'est une course, c'est un événement, je dirais, sociétal. Et tout ça, et bien entendu, si c'est ponctué par la victoire d'un Français qui est attendu depuis la victoire de Bernard Hinault il y a, je crois, une trentaine d'années, indiscutablement, les organisateurs, comme tout le peuple français, veut voir l'avènement d'un des leurs. Alors Bardet 2e l'an dernier, etc. Bon, il fallait le voir gagner cette année. Il avait pas mal de chance puisque Froome était par hasard. Alors, ça, c'est pas la faute des organisateurs un peu moins forts. Mais Bardet s'est montré aussi moins bon dans la dernière semaine. Je l'ai trouvé amoindri, je dirais, dans cette 3e semaine où il devait faire normalement la différence. Bon, les Français se contenteront peut-être de cette victoire d'étape le 14 juillet. Si on revient sur les écarts relativement serrés de ce Tour de France, on a l'impression que c'est dû au contrôle antidopage. Il n'y a plus de monstres qui dominent le classement, même les écarts entre le premier de la course, Christopher Froome, et puis, disons, le ventre mou du classement, c'est un peu rétréci. Le niveau devient plus homogène parce que le dopage est sous contrôle désormais, à votre avis?
peut penser ça comme ça. Ou alors il est généralisé? Je dis non, mais je pense en effet qu'il y a plus ces leaders. Allez, tout le monde pense à Armstrong. Hmm. Il n'y a plus ces leaders qui ont bénéficié de régimes particuliers. L'Union cycliste internationale ayant évité de taper dans l'art de ces grands coureurs. Il y en avait d'autres autour de lui, bien sûr. Je pense que ça peut aussi, comme vous le dites, le dopage ayant été maîtrisé ces dernières années par des contrôles sérieux, par une moralisation, je pense aussi dans les équipes, les staffs, les médecins, et tout ça, cette nouvelle génération. Les coureurs aussi ont appris très jeunes, en junior, en cadets même, amateurs, à faire attention, à ne pas se doper, parce que c'est pas bien. Oh, Vous dites mon le Dieu. dopage a été maîtrisé, c'est-à-dire qu'il existe toujours, mais on prend des microdoses qui sont indétectables, peut-être même qui sont plus dangereuses pour les coureurs? Je pense que c'est un peu ça que je voulais dire, mais c'est aussi bien contrôlé par les équipes. On avait le dopage, on peut dire, institutionnalisé dans certaines équipes, enfin, dans beaucoup d'équipes. Ça a donné ce que ça a donné hein, dans les affaires Festina, etc. etc. Aujourd'hui, c'est, je pense, très bien contrôlé. Les coureurs sont soignés, on pourrait parler de ça vraiment, de soignés, par des médecins qui sont sérieux autour d'eux, un entourage, tous les staffs des équipes sont mieux formés, plus responsables, et je dirais un peu moralisateurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de dopage, il est vraiment bien maîtrisé, je pense, pour dire ça. Bien sûr que je ne peux pas l'affirmer, puisque je ne suis pas moi-même dans le cœur des équipes. Mais quelque part, si le dopage est maîtrisé, si on enlève le danger que courent les cyclistes en se dopant, parce que c'est contrôlé par des médecins d'équipe, etc., 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 est-ce qu'à terme, il ne faudrait pas l'autoriser? Quel est votre point de vue sur la chose, puisqu'il n'est plus dangereux pour les coureurs et qu'il est généralisé? Grande attention, j'ai pas dit encore qu'il était généralisé. Effectivement. Mais non, je crois que justement, on pourrait dire maintenant qu'il n'est plus dangereux, vous venez de le dire, mais ouais, non, je crois qu'on ne peut pas, même si quelquefois j'ai envie de dire, mais arrêtons tout ça, puisque de toute manière, le vainqueur va être déclassé, ou etc. Non, je crois qu'il faut continuer à travailler comme ça. Je crois que le cyclisme a payé cher sa lutte contre le dopage. Plus que les autres sports? Plus que les autres sports, parce qu'il a pris le problème à bras-le-corps avant les autres. Le cyclisme, depuis une cinquantaine d'années, est contrôlé petit à petit, est devenu plus propre, certainement, même s'il y a eu, alors bien sûr, la période EPO, il y aura peut-être d'autres dopages qui vont arriver. On pense au dopage mécanique. Ça me fait presque mal d'en parler. Enfin, ça me fait mal d'en parler, mais il faut y penser. Maintenant, il y a l'athlétisme. Regardez ça. Maintenant, nous, on pourrait dire, dehors des grands mouvements de dopage, de la grande tricherie du dopage, et d'autres sports vont maintenant passer à la moulinette, sont en train, il n'y a qu'à voir, comme je viens de le dire, en athlétisme. Et pourtant, il y a toujours des images qui frappent. On a vu cette photo du Polonais Paweł Polianski qui a fait le buzz en publiant une image de l'état de ses cuisses et de ses mollets. C'était mardi à l'issue de la 16e étape du Tour de France. Des jambes maigres, aux muscles irrigués de veines gonflées. Comment est-ce que vous avez vu cette image, tout d'abord, qui a pu choquer? On voit là une forme de souffrance aussi pour certains coureurs dans le ventre mou du classement ou dans la queue du peloton. Oui, mais le cyclisme, c'est la souffrance. Faire une course comme le Tour de France et toutes les autres, on parle du Tour de France parce que c'est le plus médiatisé, parce que tout le monde court derrière le Tour de France pour en parler. Ça vous a pas choqué, donc, cette image? Non, je trouve que le coureur, il montre ça, bien sûr. Il y a un peu de show là derrière, mais le coureur, il revendique de souffrir. Le coureur revendique d'aller à fond, de mettre le paquet. Ça ne veut pas dire qu'il se dope se mettre en pour ça. danger. Non, il ne se met pas en danger. Il
il se met à fond pendant quelques heures par jour. Et bien entendu, c'est pas le commun des mortels qui fait ceci, indiscutablement. Il faut être un peu masochiste, il faut vouloir il faut être dur au mal, voilà. Et le cycliste est dur au mal dès les premiers coups de pédale qu'il donne dans les équipes, les équipes juniors, etc., etc. C'est comme ça. Le vélo revendique cette souffrance de l'athlète. Alors je dis toujours, et tous les sports, que ce soit le cyclisme ou les autres, le sport d'élite a tout haut niveau n'est certainement pas très bon pour la santé. Il faut le reconnaître. Ces efforts et le résultat de cette photo dont vous parlez montrent bien que c'est pas comme ça qu'on se fait une belle vieillesse, je dirais. Malgré que les coureurs cyclistes vieillissent en général assez bien. À consommer avec modération, comme on dit. Si on revient au vainqueur de ce tour, c'est Chris Froome qui l'a emporté pour la 4e fois. Hein. Le Britannique n'a même plus besoin d'attaquer ou de gagner d'étape pour l'emporter. Ça crée quelques réactions dans la presse ce matin, quelques éditoriaux. Sandra Zimmerli et Laurence Bolomé ont lu la presse pour nous. Laurence Bolomé, quelles sont les réactions à la presse ce matin? Bien, par exemple, l'éditorial de la Tribune de Genève et du 24 heures n'est pas très tendre avec le quadruple vainqueur de la Grande Boucle. Christopher Froome n'est plus ce champion hors sol qui s'était distingué en 2013 et 2015. Il est devenu un champion ordinaire, dit l'éditorialiste. Plus de fulgurance en montagne, il descend et l'ajout tactique à la manière d'un joueur d'échecs. Et puis, il gère, il contrôle. Et puis, cette vision de l'ancien vainqueur du Tour de France, Greg LeMond, pour lui, seul le vainqueur moral est un beau vainqueur. L'Américain désigne Romain Bardet pour son audace face à l'attentisme de Froome. Et pourtant, il ne manque qu'une victoire à Froome pour rejoindre les légendes comme Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Bernard Hinault ou Miguel Indurain, rappelle l'Aargauer Zeitung. Jamais je n'aurais même osé en rêver, dit Froome. Pourtant, il m'impressionne beaucoup, dit même de lui Eddy Merckx. Éloge également du côté de ses coéquipiers. Chris est tout simplement un gars sympa qui essaye d'être juste avec tout le monde. Chaque jour, il a remercié son équipe et il est sincère quand il le fait parce qu'il sait que cette année surtout, l'équipe a été très importante. Il n'empêche, en 2018 encore, le slogan sera identique selon le Taxanzeiger, tous contre Chris Froome. Auguste Girard, alors vous êtes plutôt pour ou contre Froome? Non, moi je crois que Froome gagne son tour et il le gagne face aux adversaires qu'il avait. Il faut pas oublier Quintana n'était pas à la hauteur après son Tour d'Italie difficile, Nibali n'est pas là, Dumoulin qui vient de gagner le Giro n'est pas là, donc il a fait avec les adversaires qu'il avait. Ce n'est pas à lui d'attaquer lorsqu'il est maillot jaune, alors qu'il sait qu'il aura un contre-la-montre, même s'il n'est pas très long en tout cas pour rétablir les réalités du terrain, c'est-à-dire sa capacité à être le meilleur rouleur. Non, moi, indiscutablement, avec un parcours un peu moins corsé, un peu moins difficile, avec des rendez-vous plutôt mous, je dirais. Le terme est un peu fort peut-être, mais modeste. Automatiquement, on a une course un peu différente. Et Froome l'a tout à fait bien géré. Avec cette particularité, c'est qu'il n'est pas très aimé par le public. On a vu notamment à Marseille, certains dans le public ont hué Chris Froome. Il incarne toujours ce dominateur, peut-être tricheur, puisqu'il a une équipe très forte. On a à un moment donné soupçonné Sky d'avoir des moteurs dans le vélo. C'est le gagnant qu'on aime bien détester. Vous avez parlé du Tour de France comme d'un objet sociétal. Là, c'est le cas. C'est le méchant qu'on rêve d'abattre, comme dans les... Ah ben oui, c'est un peu ça, tout à fait. Quand on gagne la 4e fois le Tour de France, on aimerait le voir tomber, on aimerait le voir battu par, bien sûr, surtout encore quelqu'un français qui arrive juste derrière. Alors il y a le chauvinisme, et puis le chauvinisme français, il est connu. On sait que s'il y a quelqu'un, un des leurs, qui est presque capable de le battre, eh bien il faut abattre le roi. Rappelez-vous de l'époque, enfin peut-être pas vous en souvenir vous, mais Anquetil Polydor, eh bien Polydor était beaucoup plus populaire. Il était adulé et Anquetil était sifflé lui aussi parce qu'il gagnait trop souvent
il gagnait trop. Ça, c'est un peu le peuple français, On aime c'est la l'outsider, France, c'est la France. challenger. Voilà, exactement. C'est la société française ainsi faite, je crois. Comment est-ce que vous expliquez qu'il y ait un tel public au bord des routes du Tour de France? On voit que c'est un événement qui a toujours un grand succès dans les télévisions. Certains apprécient certainement les paysages, mais pas seulement, malgré les déclassements de nombreux coureurs. On pense à Lance Armstrong, où il y a voilà, 7 Tours de France qui ont été... donc le classement a été changé. Comment est-ce que les gens y croient encore, ou c'est une autre forme de spectacle? On vient voir la souffrance, le folklore de la caravane du Tour. Comment vous l'appréciez, vous, ça? Voilà, c'est un peu tout ça. D'abord, il reste quand même, il faut le reconnaître, il reste quand même les géants de la route, le coureur cycliste, la photo dont on parlait tout à l'heure. Ça, le public, il aime ça. Il voit que les coureurs sont encore des géants de la route, même si tout est un peu plus poli, les maillots sont plus beaux, les voitures sont belles, tout est comme il faut. Hein. On a des cars à l'arrivée, avant le départ, jusqu'au dernier moment. Non, mais le Tour de France visité sur la route du Tour pour tout son ensemble, et je parlais c'est un fait de société, c'est un événement sociétal. Alors on va voir le Tour de France, il n'est pas question pour les Français qui ont le Tour de France qui passe à, je sais pas, allez hop, à moins de 100 km, de ne pas aller voir le Tour. On va voir le Tour de France, et puis après, on fait la fête, etc. Et puis alors si on peut faire cocorico à la fin de la journée ou la fin du Tour, eh bien, alors c'est bien sûr tout gagné. C'est tout bonus, bien sûr. On parle du Tour de France comme le plus grand événement sportif gratuit au monde. C'est peut-être ça aussi le succès de sa gloire. Et pourtant, on voit d'autres compétitions qui existent. On parle de cette course appelée l'Heroica en Italie, où il faut participer, où chacun peut participer avec un vieux vélo d'époque, avec peu de changements de vitesse, etc. Le cyclisme est en train de changer. Il y a la nourriture bio, et puis il y a le cyclisme bio, peut-être un peu à l'ancienne aussi. Ouais, mon Dieu, admettons ça, mais non, on est bien loin quand même encore de pouvoir comparer ces deux genres d'événements. Mais il est vrai que c'est bien pour le cyclisme que d'autres formes de cyclisme naissent. C'est tout bon pour le vélo. La grandeur du Tour de France, indiscutablement, événement sportif le plus important de l'année. Chaque année, il est là, contrairement à la Coupe du Monde de foot et aux Jeux Olympiques. Il écrase d'ailleurs les autres courses. Il écrase. Mais il a aussi une bonne chose, c'est qu'il donne une dimension extraordinaire au vélo. Le vélo se voit ici mondialisé, vu par tout le monde. Comme je le disais tout à l'heure, on ne va pas voir une course de vélo, on va voir le Tour de France parce qu'il est médiatisé, parce qu'il écrase les autres courses. C'est vrai que ça fait mal. Beaucoup d'autres courses ont de la peine à boucler leur budget. Le Tour de France gagne des millions, des bénéfices énormes. Mais alors chapeau aux propriétaires du Tour, aux dirigeants, c'est qu'ils donnent des coups de main dans des autres épreuves. Il s'agit de savoir que Paris-Nice maintenant a été repris, est en difficulté financière, repris par la Société du Tour, le Dauphiné-Libéré, Liège-Bastogne-Liège, etc., etc. Et d'autres courses. Alors il écrase, en effet, c'est pas très bon pour le vélo lui-même, le sport lui-même, d'être écrasé par une seule grande épreuve comme ça, mais à la fois, il donne aussi une autre dimension, donc il faut un peu de tout ça, et je crois. Et surtout, il faut féliciter, comme je viens de le dire, les organisateurs, les patrons, les propriétaires, de faire un calendrier mondial quand même bien construit, bien monté et financièrement sain grâce à l'argent qu'ils gagnent dans le Tour de France. Parce que tout le monde veut être sponsor du Tour de France. Hein. Il y a beaucoup d'argent. Les saucissons du Tour officiel, les lunettes officielles, les trucs dans le Tour de France, tout le monde veut être là pour participer à la victoire. Il y a beaucoup d'argent gagné par le Tour et beaucoup d'argent redistribué au cyclisme. Et ça, il faut aussi le dire, on ne le dit pas assez. Alors on a d'un côté le Tour de France et puis de l'autre côté peut-être une pratique cycliste plus quotidienne pour les gens, pour les Suisses, pour les gens qui vont peut-être au travail ce matin à vélo. Est-ce qu'il y a pas un hiatus quelque part entre ces deux pratiques du cyclisme ou au contraire, après le Tour de France, on a une recrudescence sur les routes des cyclistes du dimanche ou du samedi matin? Je peux bien imaginer que le Tour de France crée des vocations. Bon, je parlerai peut-être pas d'aller au boulot à vélo, mais alors certainement que sur nos petites routes en Suisse comme dans le monde entier, et bien sûr en France, il y a des vocations de cyclistes
cyclistes amateurs, de gens qui ont sympathisé avec le vélo pendant le Tour de France parce que la presse en parle beaucoup, en parle un peu trop du reste. Je suis chez vous ce matin dans un média important en Suisse, bien sûr en Suisse romande. Je pense que les médias portent une part de responsabilité sur cet événement sociétal qu'est le Tour de France. Je me souviens, alors que j'étais membre de la direction du Tour de Suisse, j'avais dit à quelques-uns de vos ex-collègues, mais vous allez au Tour de France, qui va partir dans 15 jours, mais vous n'avez pas de représentant, vous n'avez pas d'envoyé spécial sur le Tour de Suisse, la boucle nationale qui quand même est importante. Et ben voilà, on m'avait dit, qu'est-ce que tu veux faire, on m'envoie au Tour de France parce que la radio suisse romande doit être au Tour de France comme tous les autres médias. C'était une réponse qui m'avait fait un peu mal quand même. Et voilà, on parle de la beaucoup presse. du Tour de Romandie, du Giro, de la Vuelta. Mais effectivement, le Tour de France capte la lumière, effectivement. Et la presse porte une responsabilité. Alors, j'ai dit tout à l'heure, c'est bien, c'est bon pour le cyclisme, le Tour de France énorme, grand, puissant, monstrueux, qui dépasse les limites du sport, que notre sport en tout cas, mais on peut dire aussi du sport en général. Mais ça aussi, c'est mauvais côté, justement, cet écrasement, etc. Auguste Girard, on va parler avec vous d'un autre grand champion, Roger Federer. On retrouve Laurence Bolomé et Sandra Zimmerli qui ont lu la presse. On parle de Roger Federer, peut-être le plus grand champion de tennis de l'histoire pour l'instant. Et puis j'ai envie de dire, pour reprendre ce qu'on a dit tout à l'heure, que lui n'est jamais sifflé par le public français, même quand il joue face à un joueur français. En fait, c'est son coach de toujours, Séverin Luthi, qui parle de Roger Federer dans Le Matin. Et il dit, ce qui est paradoxal avec lui, c'est qu'il me surprend à chaque fois. Et en même temps, je sais qu'il peut faire des choses incroyables. Alors j'ai parfois tendance à attendre l'impossible de Roger Federer. Ça, c'est pour l'aspect du talent. Mais Séverin Luthi relève aussi le travail. Ce qui ne change pas au fil des années, c'est son envie de travailler. C'est d'ailleurs là où il m'impressionne le plus, dit-il. Il est prêt à progresser chaque jour, malgré ses 37 ans dans quelques semaines. Auguste Girard, on voit une différence aussi dans le sport. Les sportifs cyclistes sont peut-être un peu moins connus que les tennismen. Il y a une forme de jalousie pour vous qui avez couru, on le rappelle, dans certaines grandes épreuves. Oh non, je ne crois pas du tout, non. Federer, c'est un phénomène. Il est simplement, vous l'avez dit, le meilleur tennisman connu à ce jour. Il faut l'accepter comme un phénomène. Il se comporte comme un phénomène. Il est un phénomène à lui tout seul. On a de temps en temps dans le sport des gens comme lui. Aucune jalousie. Je crois que c'est bon pour tout le sport. C'est bon pour tous les sports. On discute bien sûr pas du tennis. Il n'y a qu'à voir la situation du tennis suisse depuis quelques années. Et Federer, je pense, n'y est pas pour rien. Non, je crois qu'il faut appeler à plusieurs Federer, mais il ne peut pas en avoir plusieurs, c'est pas possible. Le prochain, il viendra dans 20 ans, je pense. Il faut être patient, effectivement. Non, c'est pas possible. Mais j'en suis très heureux, c'est formidable, ça, ce qui nous arrive avec un gars comme lui, qui est au-dessus de tout soupçon du reste, qui est toujours, en effet, on croit un jour qu'il va peut-être s'effondrer, on croit qu'il va faire un faux pas, qu'il va avoir un mauvais comportement, qu'il va jeter sa raquette à travers le stade. Et non, Federer reste toujours extraordinairement un modèle. Eh bien, on terminera avec cet hommage. Merci beaucoup, Auguste Girard, d'être venu quelques instants parler du Tour de France, mais pas seulement. Je rappelle que vous étiez ancien coureur, ancien sélectionneur de l'équipe nationale. On vous souhaite une bonne journée. Merci, bonne journée à vous.